À un moment donné, tu as appris qu'il fallait être fort tout le temps. Avancer, tenir bon, ne pas te plaindre, ne pas montrer de faiblesse. Mais cette force a un prix élevé. Elle exige le silence, une tension constante et un esprit toujours en alerte, comme si se détendre était dangereux. Les stoïciens ont vu cela avec clarté. La résilience n'est pas supporter davantage. C'est souffrir moins à l'intérieur pendant que tu fais ce qui doit être fait. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui fait mal, ni d'endurcir le cœur. Il s'agit d'apprendre à penser avec clarté quand la pression arrive, de ne pas livrer ta paix à chaque situation hors de ton contrôle, d'agir avec conscience là où il existe encore un choix. C'est pour cela que le stoïcisme n'a jamais été seulement une philosophie à lire. C'est un entraînement quotidien de l'esprit, une manière concrète d'organiser les pensées, les émotions et les décisions pour traverser la vie avec plus d'équilibre. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers 10 méditations stoïciennes, simples et directes, que tu peux appliquer dans ta journée pour renforcer ta résilience, approfondir ta sagesse et traverser ce qui viendra avec plus de solidité et moins d'usure intérieure. Maintenant, arrête-toi un instant, respire, ramène ton attention au présent et commençons avec la première méditation. Numéro 1. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin que tout fonctionne comme tu l'espérais. Ce dont tu as besoin, c'est de rester solide quand quelque chose échoue, parce que ça va échouer, pas comme une punition, pas comme un signe d'incapacité, mais parce que c'est la nature réelle de la vie. Il existe une attente que beaucoup de gens portent depuis très tôt, celle que, s'ils font tout correctement, la vie devrait suivre, couler sans friction, récompenser sans résistance, comme si l'effort était une garantie de tranquillité. Et quand cela n'arrive pas, quand quelque chose échappe au contrôle, l'esprit ne pense pas seulement « ça a mal tourné », il pense « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Mais la vie n'est pas en tort quand tout déraille. Elle ne te punit pas, elle ne te met pas à l'épreuve. Elle est simplement en train d'arriver en dehors du scénario que tu as écrit dans ta tête. Rien ne garantit que les choses se passeront comme tu l'as planifié, et le problème commence quand tu conditionnes ta paix au fait que tout se passe bien. À ce moment-là, sans t'en rendre compte, tu remets ta stabilité entre les mains de facteurs extérieurs et tu commences à vivre tendu, sur le qui-vive, toujours en train d'anticiper la prochaine erreur pour ne pas te sentir mal à nouveau. Celui qui ne se sent bien que lorsque tout est aligné vit en risque permanent, parce qu'il suffit d'un retard, d'une réponse négative, pour que tout s'effondre à l'intérieur. La véritable erreur n'est pas quand quelque chose tourne mal. L'erreur, c'est de s'attendre à ce que cela n'arrive pas. L'imprévu n'est pas l'exception, c'est la règle. La chute n'est pas un accident sur le chemin. Elle fait partie du parcours de toute vie réelle. Et quand tu acceptes cela pour de vrai, pas seulement comme une belle idée, quelque chose d'essentiel change en toi. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à lutter contre la réalité et tu commences à te préparer à l'affronter avec plus de lucidité. Pense ainsi. La tête fonctionne comme le corps. Il ne devient pas fort en évitant le poids, ni en exigeant que tout soit léger. Il devient fort en apprenant à soutenir la charge. Chaque frustration, chaque retard, chaque perte est un poids placé dans tes mains. Tu peux le laisser tomber par terre et te plaindre que c'est injuste, ou tu peux comprendre que c'est précisément ce poids qui est en train de te renforcer. La résilience n'est pas l'absence de douleur, ce n'est pas la froideur, ce n'est pas l'indifférence. C'est la capacité de ressentir l'impact sans perdre ton axe, de traverser l'inconfort sans abandonner la personne que tu as décidé d'être, de rester entier même quand le décor ne collabore pas. Épictète enseignait quelque chose de simple et de profond. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le désires. Décide de vouloir les choses telles qu'elles arrivent. C'est de l'intelligence émotionnelle appliquée, parce que celui qui accepte la réalité comme point de départ agit avec clarté, tandis que celui qui la rejette vit frustré et toujours en guerre avec la vie. Cette solidité ne naît pas dans les grands moments, ni dans les discours motivationnels. Elle se construit dans les petits frottements du quotidien, quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, quand on te contredit, quand tu perds quelque chose que tu croyais acquis. C'est dans ces moments-là que tu entraînes ta réponse intérieure. Celui qui n'avance que lorsque tout est favorable ne développe pas une force réelle, mais celui qui apprend à rester debout quand les choses déraillent construit une stabilité qui ne dépend pas du hasard. Alors aujourd'hui, fais un choix silencieux mais conscient. Ne pas exiger la perfection de la vie ni de toi-même.
exigez la solidité. Et si cela a résonné en toi, écris dans les commentaires. Je n'ai pas besoin de perfection. Je choisis la solidité. Pas comme une jolie phrase, mais comme une posture, à partir de maintenant. Numéro 2. Grandir, c'est arrêter de réagir par l'ego. Il existe un moment très précis où l'ego apparaît. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand quelqu'un te contredit, quand tu es corrigé, quand une critique touche un point sensible, quand quelque chose se passe mal et que ta première réaction est de te justifier, de te défendre ou d'attaquer. À cet instant, une voix intérieure surgit en disant « Ne laisse pas passer ça. Réponds. Montre que tu sais. Prouve qu'ils ont tort. » Cette voix ne veut pas que tu grandisses. Elle veut que tu gagnes la situation, même si cela te coûte de l'apprentissage, de la paix et de la clarté. C'est ça, l'ego. Le problème n'est pas d'entendre cette voix. Tout le monde l'entend. Le problème, c'est d'agir en pilote automatique, sans se rendre compte que quand tu obéis, tu ne protèges pas ta dignité, tu protèges une image fragile. Quand l'ego prend le contrôle, tu n'agis pas pour évoluer, tu réagis pour ne pas te sentir inférieur. Tu parles pour t'imposer, pas pour construire. Tu insistes pour ne pas admettre le doute. Et peu à peu, tu commences à vivre dans un état de défense constant. L'ego promet de la force, mais il livre exactement l'inverse. Plus tu as besoin d'avoir raison, plus tu deviens vulnérable. Plus tu as besoin de te sentir supérieur, plus chaque désaccord devient une menace. Une critique devient une attaque. Une erreur devient une humiliation. Un échec devient quelque chose d'impossible à regarder en face. Pense à cela de manière simple et visuelle. L'ego est comme un verre vide qui fait du bruit quand on le touche. Plus il est vide à l'intérieur, plus le son est fort. Celui qui est rempli n'a pas besoin de raisonner, n'a pas besoin de s'imposer, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu dépends de la reconnaissance extérieure pour te sentir bien, ta vie cesse d'être entre tes mains. Ton humeur commence à dépendre de la réaction des autres. Ta paix dépend des applaudissements. Ton identité oscille en permanence, gonflée quand elle est louée, blessée quand elle est contrariée. Cela fatigue, cela use et cela enferme. Maîtriser l'ego, ce n'est pas se diminuer, ni perdre confiance. C'est retirer sa propre valeur des mains des autres. C'est savoir écouter sans se sentir attaqué. C'est s'ajuster sans ressentir de honte. C'est rester ferme sans avoir besoin de se grandir. Épictète l'a formulé de manière directe, sans maquillage. Si tu veux t'améliorer, accepte de paraître ignorant ou sot dans certaines choses. Cette phrase ne parle pas d'humiliation, elle parle de liberté. Parce que celui qui n'a pas peur d'apprendre n'a pas besoin de se défendre tout le temps. Les personnes véritablement fortes ne vivent pas enflammées, elles n'ont pas besoin de gagner des conversations, ni d'écraser des opinions, ni de maintenir une image. Leur sécurité ne vient pas de la comparaison, elle vient de la cohérence entre ce qu'elles sont et la manière dont elles agissent. C'est une force discrète, mais extrêmement solide. Vivre sans le poids de devoir prouver sa valeur, agir sans masque, grandir sans rivaliser. Alors aujourd'hui, quand quelque chose te contrariera, et cela arrivera, fais une pause courte, mais consciente. Avant de réagir, demande-toi, est-ce de la croissance ou est-ce l'ego qui réclame la scène? Et choisis de grandir. Si ce point t'a parlé, écris dans les commentaires « Je n'ai rien à prouver ». 3. L'erreur enseigne plus que la réussite. Avant de sortir du lit aujourd'hui, comprends ceci calmement. L'échec n'apparaît pas chez ceux qui restent immobiles. Il surgit seulement dans la vie de ceux qui ont essayé de bouger, de ceux qui ont osé faire quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas encore, de ceux qui ont mis leur propre peau en jeu. Si quelque chose s'est mal passé, cela ne signifie pas que tu as échoué en tant que personne. Cela signifie que tu t'es mis en mouvement. Mais la plupart d'entre nous ont appris à regarder l'erreur de la mauvaise façon. Très tôt, on nous a appris à associer l'échec à la faiblesse, le faux pas à l'incapacité, la chute à la honte. Et à cause de cela, beaucoup de gens passent toute leur vie à tourner en rond, à répéter ce qu'ils savent déjà, à choisir toujours le chemin le plus sûr, non pas parce que c'est le meilleur, mais parce que c'est le seul qui ne menace pas l'ego. Le résultat est une vie propre et étroite. La vérité, c'est que l'échec ne ferme pas la route, il marque un point du chemin. C'est comme un panneau silencieux qui dit « Ici, il y a quelque chose que tu n'as pas encore appris ». Pense simplement se tromper,
C'est comme essayer d'ouvrir une porte et se rendre compte que la clé ne tourne pas. Tu peux t'insulter, abandonner et partir, ou tu peux comprendre que cette résistance t'enseigne où ajuster la main, la force, la manière. La porte n'est pas là pour t'humilier, elle est là pour t'orienter. Chaque erreur révèle un angle mort. Chaque chute montre une compétence qui doit encore être construite. Et lorsque ta seule réaction à l'échec est de te culpabiliser, d'avoir honte ou d'abandonner, tu jettes exactement la partie la plus précieuse de l'expérience, l'instruction. Personne ne grandit sans inconfort, personne ne mûrit sans se tromper en public, sans se sentir exposé, sans découvrir qu'il ne sait pas tout ce qu'il pensait savoir. Si tu ne fais que ce que tu maîtrises, tu n'évolues pas. Tu ne fais que te répéter avec plus de confort. L'échec ne montre pas ce que tu veux voir, il montre ce que tu as besoin de voir. Apprendre à perdre sans perdre confiance est l'un des plus grands pouvoirs qu'une personne puisse développer. Parce qu'au moment où tu comprends que l'échec n'efface pas ta valeur, quelque chose se relâche à l'intérieur. La peur d'essayer diminue, l'anxiété de tout réussir disparaît, et le mouvement revient. Sénèque l'enseignait de manière directe. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. L'erreur ne définit pas qui tu es. Elle indique seulement où tu te situes, et celui qui comprend cela avance plus vite, non pas parce qu'il évite de tomber, mais parce qu'il ne reste pas au sol. Pendant que beaucoup s'arrêtent par orgueil, par honte ou par peur de paraître incompétent, toi tu continues, tu observes, tu ajustes, tu t'améliores. Non par chance, mais par posture. Ce qui sépare ceux qui vont loin de ceux qui restent en chemin, ce n'est pas l'absence d'échec, c'est la capacité de ne pas se briser à cause d'eux. C'est cela, la vraie résilience. Ne pas fuir l'échec, mais l'utiliser comme une carte. Ne pas nier la douleur, mais en extraire de la clarté. Parce que bien souvent, quand il semble que tu as perdu, la vie ne te punit pas, elle te redirige. Alors aujourd'hui, face à ce qui n'a pas fonctionné, fais ce choix conscient, ne pas t'attaquer, ne pas abandonner, ne pas te cacher. T'entraîner, apprendre, t'ajuster et continuer. Si ce passage t'a parlé, écris dans les commentaires « J'apprends, j'ajuste, je continue » et avance maintenant avec plus de clarté qu'avant. 4. Rien n'est à toi pour toujours, et cela libère. Avant de commencer ta journée, arrête-toi quelques secondes et fais un exercice que presque personne ne fait, non par peur mais par inconfort. Imagine que tout ce qui aujourd'hui te semble acquis ait déjà été retiré de ta table, comme quelqu'un qui arrive, nettoie l'espace et s'en va sans explication. Ta santé, ta maison, ta liberté, les personnes que tu aimes. Maintenant, ouvre les yeux, perçois quelque chose de simple et de brutal. Tout est encore là. Rien n'a été emporté, rien n'a été arraché, rien n'a été perdu. Et malgré cela, tu traites tout comme si c'était infini. C'est là l'erreur invisible. Ce n'est pas une ingratitude consciente, c'est un automatisme. Tu te réveilles, tu accomplis des tâches, tu te plains de ce qui manque, et tu piétines ce qui existe, comme quelqu'un qui traverse un jardin en ne regardant que le sol. Le stoïcisme enseigne un geste différent, ne pas attendre la perte pour s'éveiller, mais s'éveiller avant la perte. Quand tu imagines l'absence, la présence change de poids. L'ordinaire prend des contours, le quotidien cesse d'être du bruit. Un café chaud n'est pas qu'une habitude, une conversation n'est pas qu'un fond sonore, respirer sans douleur, marcher sans difficulté, arriver vivant à la fin de la journée cesse d'être un décor et devient le premier plan. Pense ainsi de manière directe. Celui qui croit que quelque chose est garanti en prend mal soin. Celui qui sait que quelque chose est provisoire en prend mieux soin. Marc Aurèle le rappelait sans drame, simplement avec lucidité. Tout ce que tu aimes t'est prêté. Pas comme une menace, mais comme un rappel. Rien n'est à toi pour toujours. Et c'est précisément cela qui rend chaque chose précieuse maintenant. Quand tu comprends cela, quelque chose change dans le concret. Tu cesses de gaspiller ton énergie dans de petits conflits. Tu cesses de dilapider des mots dans des discussions vides. Tu cesses de repousser la présence comme si tu avais du temps en trop. Vivre comme si tu avais déjà tout perdu n'est pas renoncer à la vie. C'est arrêter de la traiter comme un stock infini. C'est vivre avec urgence, mais pas l'urgence de l'anxiété. C'est l'urgence de celui qui sait que l'horloge avance, même quand tu fais semblant de ne pas l'entendre. Sénèque a résumé cela avec une précision chirurgicale. Rien ne nous appartient, tout nous est confié.
Et celui qui comprend cela ne vit ni agrippé, ni terrorisé, il vit attentif. Parce que celui qui a déjà accepté l'impermanence ne vit pas dans la peur de perdre, il vit avec plus de soin tant qu'il a. Alors aujourd'hui, fais un geste simple en commençant ta journée. Choisis d'être présent, et pas seulement de fonctionner. Si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de vivre éveillé », comme une posture face au temps qui est encore entre tes mains. 5. Remettre à plus tard t'affaiblit. Il existe un type de fatigue qui ne vient pas d'un excès d'effort. Elle vient du fait de se réveiller tous les jours, en sachant exactement ce qui doit être fait, et de ne pas le faire. Ce n'est pas le travail qui pèse, c'est le report. Chaque fois que tu repousses quelque chose à plus tard, ce n'est pas seulement une tâche qui reste en suspens. C'est une décision intérieure que tu prends sans t'en rendre compte. Tu te dis à toi-même, ce n'est pas si important maintenant. Et quand tu répètes cela de nombreuses fois, ta propre parole commence à perdre de la valeur à l'intérieur de toi. C'est ainsi que l'affaiblissement commence. La procrastination se présente rarement comme une paresse évidente. La plupart du temps, elle ressemble à un soulagement momentané, à un repos mérité et à une promesse que tu feras mieux demain. Mais ce soulagement porte des intérêts. Et il les réclame tous les jours, dans les conversations que tu évites, dans les décisions que tu repousses, dans les actions simples que tu sais capables de résoudre un problème, mais que tu préfères ne pas affronter. Tout cela ne disparaît pas, cela s'accumule dans l'esprit, comme trop d'onglets ouverts sur un vieil ordinateur. Au début, ça fonctionne. Ensuite, tout commence à se bloquer. Pense à cela de manière simple et visuelle. Remettre à plus tard, c'est comme cacher des déchets sous le tapis. Au début, la pièce paraît propre, mais il suffit de quelques jours pour que l'odeur apparaisse. Et plus tu tardes à soulever le tapis, plus il devient difficile d'affronter ce qui se trouve dessous. Ce n'est pas la tâche qui grandit, c'est ta résistance qui diminue. Quand tu repousses sans cesse ce que tu sais devoir faire, tu entraînes une partie bien précise de ton esprit, celle qui préfère le confort immédiat à la construction du caractère. Et, sans t'en rendre compte, tu commences à lui remettre les commandes de ta vie. Épictète a dit quelque chose de trop direct pour être ignoré. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Remettre à plus tard n'est pas un manque de temps, c'est une perte de commandement. L'action n'exige pas la perfection, elle exige une décision. Ce n'est pas tout faire parfaitement, c'est arrêter de négocier avec toi-même chaque fois que l'inconfort apparaît. Agir même sans envie, agir même sans certitude, agir même de façon modeste. Chaque action faite au bon moment renforce quelque chose en toi qu'aucune motivation ne construit, le respect de soi. Et cela s'accumule, silencieusement. N'attends pas de te sentir prêt, ce moment n'arrive presque jamais. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après, comme une conséquence. Si tu continues à attendre le scénario idéal, tu passeras toute ta vie à te préparer à une vie qui ne commence jamais. Alors aujourd'hui, au réveil, fais un accord simple avec toi-même. Ne pas remettre à plus tard ce qui est déjà clair, ne pas repousser ce qui pèse déjà, ne pas négocier avec ta propre conscience. Choisis d'agir, même de façon imparfaite, même inconfortable, même petit, parce qu'agir renforce et remettre à plus tard, chaque jour, affaiblit. Si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'agis. Pas comme une promesse vide, mais comme un commandement intérieur. Numéro 6. L'exemple pèse plus que l'opinion. Observe quelque chose de simple. Juger donne une sensation rapide de contrôle. Pointer l'erreur des autres crée un soulagement momentané, presque comme si, pendant quelques secondes, tu étais au-dessus de la confusion, du chaos, du problème. Mais ce soulagement dure peu, et la vérité est qu'il ne construit rien. Critiquer est facile parce que cela n'exige aucun risque, tu observes de l'extérieur, tu analyses à distance, tu commentes sans t'exposer. Pendant ce temps, ta propre vie reste en attente, immobile, comme quelqu'un qui passe la journée entière à commenter le match sans jamais entrer sur le terrain. Vivre comme un juge te maintient prisonnier exactement de ce que tu condamnes. Ton énergie va vers la réaction, pas vers la construction. Tu parles beaucoup de ce qui devrait changer, mais peu de ce que tu es prêt à soutenir par ton propre comportement. Le stoïcisme a toujours été direct sur ce point. Ce qui transforme, ce n'est pas le discours, c'est la posture. Ce n'est pas ce que tu exiges des autres, c'est ce que tu vis
quand personne ne regarde. Pense-y ainsi, de manière simple et visuelle. Un thermomètre ne fait qu'enregistrer la température. Un thermostat change l'ambiance. Juger, c'est être un thermomètre. Donner l'exemple, c'est être un thermostat. Un lieu ne change pas parce que quelqu'un se plaint de l'obscurité. Il change quand quelqu'un se lève et allume la lumière. Et ta vie fonctionne exactement de la même manière. Quand tu agis avec cohérence, même en silence, quelque chose se produit. Tu enseignes sans faire de discours, tu influences sans faire pression. Tu construis de l'autorité sans avoir besoin de t'expliquer. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Ne perds pas de temps à discuter de ce que doit être un homme de valeur. Deviens-en un ». Cette phrase déplace l'axe. Elle te retire du rôle de commentateur de la vertu et te place dans celui du pratiquant. Être un exemple, ce n'est pas être parfait, c'est être honnête avec son propre comportement. C'est se corriger avant de corriger le monde. C'est aligner l'attitude et la valeur, même quand cela coûte du confort, de l'approbation ou des applaudissements. Dans un monde rempli de bruit, d'opinions et de pauses, celui qui vit avec intégrité devient une référence sans essayer, non pas parce qu'il s'impose, mais parce qu'il tient. Et ce type de respect ne s'exige pas, il se construit. Tu n'as pas besoin de titre, d'autorité ou de permission pour vivre ainsi. Tu as seulement besoin d'une décision. La décision d'arrêter de dépenser ton énergie à juger ce qui est à l'extérieur et de commencer à investir dans ce qui est sous ton contrôle, tes actions. Alors, avant de continuer ta journée, fais un ajustement simple mais profond. Moins d'opinions, plus d'exemples, moins de discours et plus de pratique. Numéro 7. Tu décides à quel point quelque chose t'affecte. Le monde va continuer à se produire en dehors de toi, avec ou sans ta permission. Les gens vont parler, des erreurs vont arriver, des plans vont échouer, des décisions seront prises sans te consulter. Mais rien de tout cela n'a de pouvoir réel sur toi, à moins que tu ne le permettes. Ce qui fait mal, ce n'est pas le fait en lui-même, c'est le sens que tu lui donnes. Le vrai coup ne vient pas de ce qui s'est passé, il vient de l'histoire que tu racontes à propos de ce qui s'est passé. Une offense n'est qu'un son dans l'air jusqu'au moment où tu décides de la porter. Une erreur n'est qu'un événement neutre jusqu'à l'instant où tu la transformes en étiquette. Une perte ne détruit personne à elle seule. Elle n'obtient ce pouvoir que lorsqu'elle devient une identité. Le monde n'envahit pas ton esprit, il frappe à la porte. Les critiques, les frustrations, les imprévus, les rejets, tout cela arrive comme des visiteurs. Mais ne reste que ce que tu invites à entrer, à s'asseoir et à rester. Tant que tu crois que tout ce qui est à l'extérieur a du pouvoir sur toi, tu vis en état d'alerte. Tu réagis à chaque commentaire, tu revis chaque erreur, tu livres ta paix comme quelqu'un qui remet la clé de sa propre maison à n'importe qui, et cela te rend captif. Épictète utilisait cette phrase comme un mode d'emploi de l'esprit. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils s'en font. Au moment où tu comprends cela, quelque chose se déplace à l'intérieur de toi. Tu perçois que le fait est une chose, l'histoire que tu racontes à son sujet en est une autre. Et c'est cette histoire qui décide si tu traverses ou si tu t'effondres. Cela ne signifie pas devenir une pierre, ni faire semblant de ne rien ressentir. Tu ressens encore de la tristesse, tu ressens encore de la colère, tu ressens encore de la frustration. La différence, c'est que l'émotion te traverse, elle ne s'installe pas. Prendre soin de ton dialogue intérieur, questionner le premier élan, ne pas croire tout ce que l'esprit dit dans la chaleur du moment, c'est comme placer un filtre entre toi et le chaos. La vie continue de se produire, les défis continuent d'arriver. Mais maintenant, ils trouvent une structure. Marc Aurèle a écrit quelque chose que peu de gens appliquent vraiment. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. C'est cela la vraie force, et elle ne peut pas t'être arrachée. Quand tu vis ainsi, ton calme commence à déranger ceux qui vivent en réagissant à tout. Non par arrogance, mais parce que ta stabilité devient un miroir et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit quand il se regarde. Alors aujourd'hui, avant de te lever, fais un choix clair. N'essaie pas de contrôler le monde ni d'éviter les problèmes. Choisis de ne pas remettre le commandement. Répète en silence mais avec fermeté. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur moi. 8. Le calme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il existe une erreur courante que presque tout le monde commet, confondre le calme avec la soumission, comme si se taire était perdre.
comme si ne pas réagir était accepté, comme si garder sa posture était un signe de faiblesse. Mais c'est une lecture superficielle de la réalité. Le calme n'est pas se rétrécir, c'est refuser de se laisser entraîner dans le chaos. Réagir est facile, n'importe qui réagit quand il se sent provoqué, contrarié ou blessé. Il suffit d'une remarque déplacée, d'une frustration inattendue, d'un ton mal choisi et l'émotion prend le volant. Ça ne demande aucun courage, seulement un manque de maîtrise. Le véritable pouvoir apparaît ailleurs, à un endroit bien plus difficile, quand vous parvenez à garder l'esprit clair précisément au moment où tout tente de vous tirer vers la confusion. Un esprit agité est comme de l'eau en ébullition, on n'y voit rien. Mais quand l'eau s'apaise, tout devient visible. Le calme ne change pas la réalité, il révèle la réalité. Et c'est pour cela que le calme n'est pas de l'indifférence, c'est une présence, c'est une conscience suffisante pour entendre le bruit extérieur sans lui permettre d'envahir votre centre. Celui qui réagit par impulsion remet le contrôle de sa propre vie à l'environnement, aux paroles des autres, aux émotions passagères. Et une seule réaction mal choisie peut détruire en quelques secondes ce qui a mis des années à être construit. Être calme ne signifie pas que vous vous en moquez. Cela signifie que vous vous en souciez assez pour ne pas laisser n'importe quel stimulus décider à votre place. Voici le tournant. Celui qui réagit vit en étant constamment poussé. Celui qui choisit sa réponse se gouverne lui-même. Le calme naît exactement dans cet intervalle. L'espace entre ce qui se passe et la manière dont vous répondez. Dans cet espace, il y a de la clarté. Et là où il y a de la clarté, il y a un choix. Le calme vous protège. Il vous empêche de gaspiller de l'énergie dans des guerres inutiles, des discussions vides, des explications qui ne construisent rien. Pendant que beaucoup dilapident leur force en réagissant, vous la préservez pour décider, construire et soutenir ce qui compte. Dans un monde où presque tous vivent dans l'impulsion, celui qui maîtrise son propre calme se distingue naturellement, non pas parce qu'il parle plus fort, mais parce qu'il reste debout quand les autres se perdent. Le calme n'est pas être endormi, c'est être suffisamment éveillé pour ne pas être contrôlé par le premier élan. Et prenez cela comme une posture pour la journée. Ne pas réagir pour soulager une émotion, ne pas exploser pour se sentir fort, ne pas céder le contrôle pour quelques secondes de décharge. Si cela a fait sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Je choisis de répondre avec clarté ». 9. Ne laisse pas l'opinion des autres te diriger. Tu seras observé, évalué et interprété, que tu le veuilles ou non. Quelqu'un va aimer, quelqu'un va être en désaccord, quelqu'un va te réduire à un commentaire, à une erreur isolée, à un fragment qui n'explique pas qui tu es dans ta totalité. Ce n'est pas une exception, c'est le scénario normal de la vie. Le problème n'est pas dans les opinions, il est dans ce que tu en fais. Très tôt, beaucoup de personnes ont appris à ajuster leur comportement comme on change de vêtements pour plaire à l'environnement. Elles parlent moins pour ne pas déranger. Elles s'expliquent trop pour ne pas être mal comprises. Elles cachent des parties d'elles-mêmes pour entrer dans l'attente des autres. Et sans s'en rendre compte, elles commencent à vivre en fonction d'un public. Vivre en cherchant l'approbation, c'est comme conduire en regardant uniquement les rétroviseurs. Tu perçois le mouvement autour de toi, mais tu perds complètement la direction. Et celui qui perd la direction, tôt ou tard, se perd lui-même. L'opinion d'une autre personne ne naît pas de ton essence. Elle naît de son histoire, de ses références, de ses blessures, des limites de son regard. Quelqu'un peut te juger à partir de 5 minutes de ta vie et penser avoir tout compris. Cela en dit long sur la portée de son regard, pas sur qui tu es. L'erreur commence quand tu changes de posture chaque fois que quelqu'un t'évalue. À ce moment-là, tu n'essaies pas de t'améliorer, tu essaies de te protéger. Et protéger une image coûte cher. Tu commences à te rétrécir, à te justifier, à te défendre contre des attaques qui, bien souvent, n'ont même pas eu lieu. Ta valeur ne fonctionne pas comme une monnaie. Elle ne monte pas avec les applaudissements. Elle ne baisse pas avec la critique. Elle existe avant toute opinion et continue d'exister après que le bruit se soit dissipé. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne rends pas ta paix dépendante de ce qui n'est pas sous ton contrôle. » Et l'opinion des autres ne l'a jamais été. Aujourd'hui, ils louent, demain, ils critiquent. Aujourd'hui, ils approuvent, demain, ils changent. Confier ta paix à cela, c'est choisir de vivre dans l'instabilité. Être fort à l'intérieur, ce n'est pas ignorer tout ce qui se dit.
C'est savoir écouter sans absorber, c'est filtrer sans se fermer, c'est entendre avec maturité, mais décider avec autonomie. Quand tu as confiance en qui tu es, quelque chose change concrètement. Tu arrêtes de te justifier en permanence. Tu arrêtes de vivre sur la défensive, tu arrêtes d'expliquer ton essence à ceux qui ne sont pas disposés à voir. Tu tiens. Marc Aurèle l'a dit clairement. Choisis de ne pas te sentir offensé, et tu ne le seras pas. Parce qu'il existe un lieu en toi que personne ne touche sans ta permission, c'est là que vit ta stabilité, c'est là que naît ta liberté. Alors, avant de te lever aujourd'hui, fais un geste intérieur simple, mais ferme. N'essaie pas de convaincre qui que ce soit, n'essaie pas de plaire à tout le monde, n'essaie pas de te modeler pour entrer dans un moule. Répète en silence, comme une décision, « Je sais qui je suis » et avance dans ta journée à partir de cet endroit. 10. Tu existes au-delà de tes émotions. Avant de commencer ta journée, comprends quelque chose de simple que presque personne n'apprend assez tôt. Ressentir n'est pas le problème. Le problème est de confondre ce que tu ressens avec qui tu es. La colère apparaît, la peur surgit, la tristesse se manifeste. Cela ne dit rien de ton caractère, cela dit seulement que tu es humain. L'erreur commence au moment où tu transformes un état passager en identité. Quand tu dis « je suis comme ça », uniquement parce qu'aujourd'hui tu t'es réveillé comme ça. Quand tu te colles une étiquette à partir d'une émotion momentanée et que tu commences à vivre à l'intérieur de cette étiquette, comme si elle était permanente. Ressentir de la colère ne fait pas de toi une personne agressive. Ressentir de l'insécurité ne diminue pas ta valeur. Ressentir de la tristesse ne te rend pas faible. Ces émotions sont des messages, pas des sentences. Elles apparaissent pour informer quelque chose, pas pour diriger ta vie. Le problème n'est pas que l'émotion passe par toi, c'est quand tu t'y accroches, que tu nourris l'histoire intérieure et que tu commences à agir comme si c'était la vérité complète sur qui tu es. L'émotion est comme un visiteur qui frappe à la porte. Tu peux écouter ce qu'il a à dire ou tu peux lui donner la clé de la maison et le laisser tout commander. Beaucoup de personnes font cela sans s'en rendre compte. Elles ressentent de la peur et se paralysent. Elles ressentent de la colère et explosent. Elles ressentent de la tristesse et abandonnent ce qui était important. Pas parce qu'elles en avaient besoin, mais parce qu'elles ont confondu ressentir avec obéir. Les stoïciens enseignaient que ce ne sont pas les événements qui te contrôlent, mais la réponse que tu choisis de leur donner. L'émotion surgit, la décision vient après, et c'est dans cet espace court, presque invisible, entre ressentir et agir, que réside ta liberté. Imagine ton esprit comme un ciel ouvert. Les émotions sont des nuages. Certains sont denses, d'autres légers. Ils passent toujours. Mais le ciel ne devient pas un nuage simplement parce qu'il est apparu. Quand tu essaies de lutter contre l'émotion, elle grandit. Quand tu t'identifies à elle, elle domine. Mais quand tu observes, sans drame et sans jugement, quelque chose change. Elle perd de sa force. L'autocontrôle n'est pas de la répression. Ce n'est pas faire semblant de ne rien ressentir. C'est reconnaître ce qui se passe à l'intérieur sans s'y noyer. Tu respires, tu observes, et ensuite tu choisis. Tu peux ressentir de la peur et malgré tout avancer. Tu peux ressentir de la colère et malgré tout choisir le silence. Tu peux ressentir de la tristesse et malgré tout faire ce qui doit être fait. C'est là la différence entre réagir et conduire. Quand tu comprends que tu n'es pas tes émotions, tu reprends le commandement. Tu cesses de t'effondrer chaque fois que quelque chose sort du plan. Tu cesses de vivre prisonnier de l'impulsion du moment et tu commences à agir avec l'esprit au-dessus de la tempête intérieure. Cela ne signifie pas arrêter de ressentir. Cela signifie arrêter d'être gouverné. Parce que quand tu n'apprends pas à conduire tes émotions, ce sont elles qui te conduisent et, à ce moment-là, tu ne décides plus. C'est le sentiment du jour qui décide. Alors fais cet accord simple avec toi-même aujourd'hui. Écoutez ce que tu ressens, mais ne pas obéir à tout ce qui traverse ta tête. Tu n'es pas l'émotion, tu es celui qui l'observe, tu es celui qui choisit. Et c'est une clé pratique pour une vie plus stable, plus mûre, plus libre. Si ce message t'a parlé, ne le laisse pas passer comme une vidéo de plus. Reviens, écoute encore, pratique. Parce que cela ne parle pas de motivation passagère, cela parle d'apprendre à vivre aux commandes. Et cette force existe déjà en toi. Merci d'être resté jusqu'ici.
Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On continue ensemble ici, à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.